Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc voilà enfin, cette vidéo que j'avais tant de fois promise, tant de fois annoncée. Je vous propose ici de faire un exposé sur l'apport de la femme à la littérature du Moyen-Âge à travers une série de vidéos capsules sur le sujet. L'ensemble de mon propos se base essentiellement sur l'étude du chapitre 1 de l'essai Femmes et littérature. Cet essai, qui comprend 2 volumes, a été dirigé par Martine Reid, qui a réuni autour de ce projet des spécialistes, des chercheurs et chercheuses, spécialistes des différentes périodes de la littérature française. Alors, le chapitre 1 qui nous intéresse, qui porte sur l'apport de la femme à la littérature du Moyen-Âge, a été rédigé par Jacqueline Cerchiglini-Toulet. Alors, donc j'espère que ce petit exposé vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce et ou un commentaire si jamais cette vidéo vous a plu. Avant même de commencer le sujet de cette première vidéo, je pense qu'il est bon de comprendre notre sujet d'étude en nous intéressant au périmètre d'étude, à ses limites. Alors Jacqueline Cerchiglini-Toulet, dans cet essai, se propose d'étudier la femme qui écrit en français, ou plus précisément dans l'une des variétés du français qui était alors parlée, entre le XIIe et le XVe siècle. Alors même si elle évoque au cours de son étude des femmes ayant écrit en latin, elle va s'intéresser en premier lieu aux femmes ayant écrit en français car elle veut, et je la cite, peser le rôle de la langue vernaculaire dans l'écriture des femmes, de cette langue qui fait passer aux yeux des clercs celle qui l'utilise pour illettrés. Donc elle se propose d'étudier ces femmes ayant écrit en français, mais elle va également aller plus loin en amont de la création littéraire, en s'intéressant aux femmes commanditaires, aux inspiratrices, et puis également en aval, en s'intéressant aux femmes lectrices, et enfin dans une moindre mesure, elle va également étudier les femmes intervenant dans la production matérielle du livre. Du côté des religieuses, donc on a les copistes, les enlumineresses, et du côté des femmes laïques, on a des libraires, des parcheminières, des relieuses, des miniaturistes, également des enlumineresses, etc. Donc voilà pour cette introduction. Maintenant, on va commencer le sujet de la vidéo en question. Cette première vidéo est plutôt une vidéo introductive qui porte sur le premier chapitre de la première partie de l'essai qui s'intitule « Penser la femme qui écrit ». C'est une partie qui s'intéresse aux conditions d'accès à la lecture, à l'écriture, à la création littéraire, à toutes ces conditions qui sont nécessaires à l'émergence de femmes autrices. Écrire et lire chez les femmes du Moyen-Âge. Qu'en pensait la société de l'époque? Ces activités étaient-elles admises? Étaient-elles encouragées? D'une manière générale, comme nous allons le voir, les libertés de la femme dans ce champ d'activité intellectuelle sont plutôt restreintes. Au Moyen-Âge, les effets sont en effet partagés quant à la nécessité d'apprendre à lire et à écrire aux jeunes filles. Pour la majorité, cet apprentissage est considéré comme une perte de temps, voire comme dangereux. Alors, pour se donner une idée claire de l'état d'esprit de l'époque, de ces hommes qui sont contre l'instruction des filles, je vous propose une citation de Philippe de Navarre, tirée de son traité des 3 temps de l'âge d'homme, rédigé en 1265. Il écrit: « On ne doit pas apprendre à lire et à écrire à la femme, si ce n'est dans le cas particulier où l'on veut en faire une nonne. » L'activité de lire et d'écrire ne serait donc acceptable que chez la religieuse. Mais alors pourquoi cette interdiction de lire et d'écrire pèse-t-elle sur la femme qui ne se destine pas au couvent? Eh bien apparemment ce serait pour se prémunir de l'infidélité de l'épouse. Si elle sait lire, elle pourra prendre connaissance des lettres d'amour qu'on lui adresse, et si elle sait écrire, alors elle pourra y répondre. Dans le Ménagier de Paris, en 1393, qui est un livre d'enseignement écrit par un bourgeois parisien à l'intention de sa jeune épouse de 15 ans, eh bien l'auteur nous y décrit tout le protocole qui est censé être suivi lorsque une femme reçoit une lettre. Si la lettre vient de son mari et qu'elle sait lire, alors elle va pouvoir s'isoler pour prendre connaissance de la lettre en toute intimité. En revanche, si cette lettre n'est pas de son mari, alors cette lettre devra être lue en public par une personne tierce. Alors, petite parenthèse en dehors de l'essai, cette crainte de l'infidélité de l'épouse est souvent mise en scène dans les Laits de Marie de France que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, dans lesquels à plusieurs reprises on retrouve ce motif, ce personnage du vieux mari jaloux qui va
enfermer sa jeune épouse dans une tour, dans un donjon, qui la surveille et restreint ses contacts avec le monde extérieur. Parenthèse fermée. Au-delà de l'infidélité, on peut ajouter que, d'une manière générale, les femmes savantes est une figure inquiétante et effrayante au Moyen-Âge. Cette femme savante est souvent incarnée dans la figure de la sorcière dans la littérature du Moyen-Âge, et là, Jacqueline Cerchi-Glini nous donne 3 exemples de personnages de littérature. Elle nous donne d'abord l'exemple du personnage de Thessala dans le Cligès de Chrétien de Troyes, qui va être d'une grande aide pour les personnages principaux, Cligès et Phénice, en leur fournissant des filtres qui auront un rôle clé à 2 moments clés de l'histoire. Deuxième exemple de personnage de sorcière, de femme savante inquiétante, Lidoire, la reine fée dans le roman de Perce Forest, qui a l'air d'être un personnage extrêmement intéressant, qui va régner à la place de son mari qui est blessé, et qui, poussé par le désir de savoir, va s'approprier l'art des fées. Et enfin, le dernier exemple qu'elle donne, c'est celle de la sorcière du château de Nigromance dans Le Morte d'Arthur de Malory. Si certains, comme Philippe de Navarre, affirment avec une telle force de conviction qu'il n'est pas souhaitable que la femme lise et écrive, ce n'est du moins pas l'avis de tous les hommes du Moyen-Âge. Une partie des hommes est en effet favorable aux femmes. On en a le témoignage dans la littérature avec des textes clairement pro-féministes. Par exemple, dans l'essai, on nous donne l'exemple du Livre de l'Est de Jean Lefebvre, écrit au XIVe siècle, ou encore Le Champion des Dames, qui est une défense de la femme, écrit par Martin Lefranc en réponse à la suite misogyne du roman de la Rose, écrit par Jean Demain. Je vous l'avais d'ailleurs évoqué dans ma première vidéo, toute première vidéo de la chaîne, sur ma page spéciale Femmes et Moyen-Âge et littérature du Moyen-Âge. Alors là, je vais vous mettre, pour le plaisir, quelques enluminures du manuscrit du Champion des Dames que vous pourrez retrouver sur Gallica, et je vous donne le lien dans la barre de description. Donc là, par exemple, première enluminure. Alors, je ne suis pas très sûre de ce que je lis, mais c'est de Tamaris, Irène, Marie, je ne sais pas, lesquelles sont d'excellentes peintresses, par exemple. Deuxième enluminure, de Sainte Psyphile, pareil, je ne suis pas sûre, laquelle trouva l'art de filer le coton. Et enfin, une troisième illustration, avec ici la représentation de Jeanne la Pucelle. Donc, des textes pro-féministes qui témoignent justement de cette partie des hommes qui sont favorables aux femmes, et on peut également évoquer des textes qui, comme le dit Jacqueline Cerchi-Glini, font trembler la répartition des genres, et elle nous donne 2 exemples très intéressants. On a d'abord le roman de Silence au XIIIe siècle, dans lequel un père décide d'élever sa fille, qu'il va appeler Silence, comme un garçon, de la déguiser en garçon, afin qu'elle puisse succéder à son père et afin que les possessions et les biens restent dans la famille. Et le deuxième exemple d'ouvrage qui remet en question un peu cette répartition des genres, c'est le livre Aucassin et Nicolette, dans lequel les rôles sont inversés, puisqu'on a affaire à un jeune homme chrétien, plutôt passif, qui est peu porté au combat et au maniement des armes, face à une jeune femme sarrasine qui, quant à elle, est très portée sur l'action et prend toutes les initiatives. Et je vous renvoie vers la vidéo de la chaîne Délivrez-nous, qui a consacré toute une vidéo sur la littérature du Moyen-Âge. C'est 5 clichés sur la littérature du Moyen-Âge, et dans lequel elle parle assez longuement de ce livre. Pareil, je vous ai mis le lien en description. Mais ne nous emballons pas, quand les hommes sont pour l'instruction des filles, ils le sont à une restriction près. Ils veulent bien que les filles lisent, par contre écrire, pas vraiment. Quand elles sont encouragées à lire, leurs lectures sont en plus dirigées vers un but, vers un intérêt moral, religieux. Et là, je vais vous citer le chevalier de la Tour Landry qui a écrit un livre pour l'enseignement de ses filles au XIVe siècle. Et il écrit que il est bon d'apprendre à lire à ses filles, et ainsi elles connaissent mieux la foi, les périls de l'âme et son salut. Même dans la partie de la population la plus favorable aux femmes et à leur instruction, cette instruction non seulement est réservée aux femmes de classe supérieure, mais en plus, ces femmes-là n'ont pas la liberté d'écrire, donc de créer. On ne peut donc s'étonner s'il y a aussi peu de femmes autrices au Moyen-Âge, puisque la quasi-totalité des femmes en ont été tout simplement empêchées. Conséquence ? Dans son rapport à la culture, la femme a le plus souvent besoin d'un intermédiaire pour faire écrire, pour faire lire, pour faire traduire. Cette situation la maintient dans un état de dépendance à l'égard des hommes.
Malgré ce contexte très défavorable à l'émergence d'autrices, quelques rares exceptions sont parvenues à écrire, comme Marie de France, Héloïse qui écrit en latin ou encore Christine de Pisan. Mais encore fallait-il qu'elles en aient la possibilité matérielle comme le rappelle l'essai, et qui cite un extrait du Lait de Milon de Marie de France, dans lequel la dame doit se procurer encre et parchemin à force d'habileté et de ruse. Maintenant venons-en plus précisément à la lecture. Que lit la femme au Moyen-Âge ? Quelles sont ses représentations ? Côtoie-t-elle des représentations de femmes qui lisent et qui écrivent, qui pourraient être source d'inspiration ? Alors, que lit la femme du Moyen-Âge ? Le livre de prédilection des femmes du Moyen-Âge, en ces siècles très religieux, c'est tout simplement son psautier. Un psautier, c'est un recueil de psaumes qui contient également d'autres textes religieux, et le psaume, c'est un poème religieux qui sert de prière et de chant dans le culte. Ensuite, l'essai se pose la question des représentations. Alors, on connaît aujourd'hui l'importance de la représentation dans les productions culturelles pour qu'une partie de la population se sente légitime à exercer des activités habituellement réservées, par exemple, aux hommes, habituellement pensées comme masculines. Alors, la femme du Moyen-Âge côtoie-t-elle des modèles de femmes qui écrivent et qui lisent, et si oui, lesquels ? Commençons par les modèles de femmes lectrices. Le grand modèle de femme lectrice au Moyen-Âge, c'est la Vierge Marie, à 2 moments de sa vie. Tout d'abord, quand elle est enfant. Il y a beaucoup de représentations picturales ou statuaires de sa mère, Anne, qui apprend à lire à la jeune Marie. Là, je vais vous donner 3 exemples. Donc, par exemple, on a ici l'enluminure d'un manuscrit. Ici, une première statue de l'église Saint-Jean-Baptiste de Vibray. Et enfin, une dernière statue à l'église Saint-Pierre au Mont Saint-Michel. Et le deuxième moment important de la vie de Marie où elle est mise en scène, où elle est représentée en train de lire, c'est au moment de l'Annonciation. L'Annonciation, pour information ou pour rappel, c'est lorsque l'ange Gabriel vient à Marie pour lui annoncer qu'elle sera la mère du Christ. 2 exemples ici, même 3 exemples. Donc un premier exemple ici de l'Annonciation du peintre Van der Weyden-Rogier. Un deuxième exemple de Pier Matteo d'Amelia, où l'on voit bien Marie en train de lire. Et enfin, un exemple un peu plus tardif qui dépasse le Moyen-Âge, la Madonna del Magnificat de Botticelli. Alors, si je ne me trompe pas, dans l'ensemble des 3 tableaux, la Vierge Marie lit alors le Magnificat. Le Magnificat, c'est un texte issu de l'Évangile selon Luc, et qu'on appelle aussi le Cantique de Marie, dans lequel sont rapportées les paroles de Marie, qui est alors enceinte de Jésus, qui s'adresse à sa cousine Élisabeth, qui elle est enceinte de Jean le Baptiste. Passons maintenant aux modèles de femmes qui écrivent. Ces modèles, ce sont les saintes liées au livre, et je vais donner un exemple, c'est celui de Catherine d'Alexandrie, qui fait partie du cortège des femmes mises dans la cité des dames de Christine de Pisan. C'est une figure de sainte savante qui serait très inspirée d'Hypatie d'Alexandrie, à laquelle a été consacré un film, le film Agora, que je vous conseille vivement. Alors, voici une représentation de Catherine d'Alexandrie. Alors, au départ, moi je pensais qu'elle tenait à la main une sorte de plume pour écrire, mais pas du tout. En fait, il s'agit de la palme du martyr. Elle tient dans son autre main un livre pour indiquer que c'est une femme savante, et vous voyez en bas une roue dentelée. Souvent elle est représentée aussi avec une roue brisée, et c'est la roue qui a servi à son châtiment, à son martyr, à sa mise à mort en fait. Voilà pour la lecture. Maintenant, je vous propose de passer à l'écriture. Les femmes qui écrivent au Moyen-Âge, quelles sont-elles ? Apparemment, il y a 3 types de femmes qui écrivent au Moyen-Âge. Il y a la grande dame, la religieuse et la veuve. Pourquoi ? Eh bien, le point commun entre ces 3 types de femmes, entre ces 3 statuts de femmes, c'est le couvent. La religieuse, comme on l'a vu, eh bien, est le seul statut qui permette à la femme de lire et d'écrire librement, sans suspicion de tromperie. Pour ce qui est de la grande dame est souvent instruite, et elle a été instruite au couvent. Et enfin, la religieuse, quand elle décide de ne pas se remarier, eh bien, retourne au couvent. Ce qui fait dire à Jacqueline Cerchiglini-Toulet une très jolie phrase: la chambre à soi de la femme qui écrit est majoritairement la cellule du couvent. Nommer la femme qui écrit un impensable au Moyen-Âge. Forgeresse, administraresse, procuraresse, défenderesse, peintresse. Au Moyen-Âge, la féminisation des noms de métiers est naturelle, ne fait pas difficulté, est bien établie. Et pourtant, paradoxalement,
Il y a au Moyen-Âge une difficulté à nommer la femme qui écrit, qui compose. Je vous propose de passer en revue les mots qui servent à désigner au Moyen-Âge les personnes qui créent, qui composent, qui écrivent, et de voir leur pendant féminin. Alors tout d'abord, le premier mot, nous allons dans la moitié sud de la France où l'on parle les langues d'oc. C'est le mot troubadour qui est utilisé. Et son pendant féminin existe bien, c'est troubaïritz. Mais ce mot-là est rare on n'a retrouvé qu'une seule occurrence dans le roman Flamenca, que vous pouvez lire, qui est édité dans la collection Lettres gothiques en livre de poche. Donc le recours à ce mot est rare et le plus souvent, on a plutôt recours à une périphrase pour désigner la femme qui écrit. Passons maintenant à la moitié nord de la France, avec le mot trouvère, en langue d'oïl. Il a bien son pendant féminin qui est trouveresse, mais il n'est attesté que très tardivement, en 1380. Et enfin, au XIIIe siècle, apparaît le féminin de clerc, avec le mot clergesse pour désigner la femme savante. Et pourtant, Christine de Pisan, qui est reconnue comme une femme savante par ses contemporains, ne s'attribue pas ce mot de clergesse, parce qu'elle est laïque et que le mot de clergesse sert plutôt à désigner les femmes savantes qui appartiennent à la communauté religieuse. Ce n'est pas en fait la féminisation du mot qui pose problème, aux médiévaux c'est plutôt la nécessité de désigner une femme qui écrive ou qui pense. Ne pas nommer les choses, c'est quelque part refuser de les faire exister. En donnant un nom, on légitime. On peut imaginer deux cas de figure. Alors, on ne nomme pas soit parce que ce n'est pas pensable dans le cadre de pensée de l'époque, soit parce qu'on refuse de faire exister. Pour le cas qui nous occupe de troubaïritz, de trouveresse, de clergesse, si ces mots ont été très rarement utilisés, au profit plutôt de périphrases, c'est sans doute parce qu'il y avait en effet peu d'autrices, peu de femmes qui écrivaient et composaient. Mais s'il y a aussi peu de femmes qui ont exercé cette activité, c'est parce qu'on a tout fait quand même pour que ce ne soit pas pensable et pour qu'on n'ait pas de nom à donner pour légitimer leur activité d'écriture. Car donnait-on seulement la possibilité à la femme de lire et d'écrire? La réponse est plutôt non, comme on a pu le voir précédemment. Alors, si vous voulez un petit point sur la langue d'oc et la langue d'oïl, je vous conseille une petite vidéo de 5 minutes d'Arte sur sa série de vidéos Carambolage. Pareil, en description. Et également un podcast de France Culture que je n'ai personnellement pas encore écouté, mais je vais le faire après cette vidéo. C'est Troubadour et Trouvère, les chants de l'amour courtois. Maintenant passons à l'oralité. Le chant des femmes au Moyen-Âge, ce continent oublié. Si on leur a interdit le terrain de l'écriture, les femmes se sont emparées du seul lieu de création littéraire qui leur était permis, et c'est celui de l'oralité, avec le chant et les récits, les contes oraux. Problème, eh bien c'est l'absence de traces. Jacqueline Cerquigligny-Toulet parle d'un immense continent de voix anonymes. Alors intéressons-nous plus précisément au chant. Au Moyen-Âge, les chansons ont énormément circulé dans toute l'Europe, et on sait que beaucoup de ces chansons étaient le fait de femmes, mais souvent de femmes anonymes. C'était des chansons d'amour en lien avec les saisons, la danse, les fêtes de mai, et puis il y avait aussi les chansons de mal mariés, ou encore les chansons de toile. Je vous propose de nous y intéresser un peu plus précisément sur ces deux derniers types de chansons pour lesquels on ne nous donne pas beaucoup de détails dans l'essai, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré mes autres informations du site moyenagepassion.com, qui est un site très intéressant. Pareil, tous les liens seront en barre de description. Alors, commençons par la chanson de mal marié. Donc, le sujet de la chanson de mal marié est particulièrement transparent. Il s'agit d'une femme qui se plaint, qui estime qu'elle est mal mariée, et elle va donc chercher l'amour ailleurs. Sur le site moyenagepassion.com, eh bien, on nous donne l'exemple d'une chanson de mal marié anonyme avec un énonciateur féminin. Ne l'oserais-je dire? Et vous trouverez une vidéo YouTube du groupe L'Ensemble Obsidienne qui propose une interprétation qui est très jolie. Pareil, vous trouverez également une autre chanson de mal marié, Je chevauchouais l'autrier, à énonciateur masculin cette fois, d'un poète qu'on connaît, dont on a le nom, et c'est le trouvère Jean Monieux de Paris, avec une interprétation donnée cette fois par le baryton Marc Mouillon, que j'aime beaucoup également. Je chevauchouais l'autrier sur la rive de Seine, dame des Jossins, berger, vie plus blanche que l'aile, chanson prit à commencer sous fado salaire. Mais doucement, oui,
les notaires, on y souhait qui a vilain me fit donner. J'aime mieux un peu de jouer à des meneurs que 1000 marcs d'argent à voir et puis pleurer. Donc voilà pour la petite parenthèse sur les chansons de mal mariés. Maintenant, une autre parenthèse sur la chanson de toile. Alors, les chansons de toile mettent en scène une belle dame qui, dans l'attente de son promis, eh bien, pense à lui tout en cousant et en brodant. Même si tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur la question, on pense que ces chansons de toile ont pu être entonnées, chantées par les femmes ou bien leurs servantes lorsqu'elles travaillaient. Sur le site de Moyen-Âge Passion, on nous donne l'exemple de la chanson de toile La Belle Douette, qui est interprétée magnifiquement par le groupe L'Ensemble Sequentia. Alors, pour tout vous dire, personnellement, je n'ai pas trouvé de correspondance entre les paroles et la chanson. Je sais pas, je ne comprends pas, je n'arrive pas. Bon bref, vous verrez, vous me direz votre avis. Alors ces chansons de toile, ces chansons de mal mariés, comme nous l'apprend l'essai, sont d'abord le fait de femmes anonymes, avant d'être imitées par les hommes qui pour certains ont laissé leur nom. Pour en savoir plus sur cet univers du chant, de la musique, je vous conseille pareil un podcast de France Culture, encore une fois, qui s'appelle Troubadouresses et ménestrels, musiciennes au Moyen-Âge. On arrive sur la fin, en guise de conclusion. L'appréhension des femmes dans la littérature du Moyen-Âge est très compliquée. Par exemple, il est très difficile pour les spécialistes d'évaluer le nombre de femmes troubadours. Comme on l'a vu, beaucoup de chansons sont anonymes, tout simplement. Alors on pourrait partir du principe qu'à partir du moment où une chanson a un énonciateur féminin, alors on peut supposer que l'auteur de l'œuvre est une femme. Sauf que c'est plus compliqué, sauf que on constate que certaines de ces chansons à énonciateur féminin sont en fait le fait d'hommes dont on a gardé le nom. Dernier fait intéressant qui éclaire d'autant plus la difficulté à appréhender la part de la femme dans la littérature du Moyen-Âge, c'est cette double tendance, c'est ce double mouvement à l'œuvre au Moyen-Âge qui consiste à inventer des autrices, au détriment de celles dont l'existence est avérée. Par exemple, on va attribuer des œuvres à des femmes factices complètement inventées, comme la Dame de Fayel, Clotilde de Surville ou encore Barbe de Véru. Et dans le même temps, on va refuser la maternité d'œuvres à des femmes. Exemple éclatant avec Christine de Pisan, qui l'a vécu et qui en parle d'ailleurs dans ses œuvres. Certains contemporains de Christine de Pisan, par exemple, pensaient dur comme fer que Christine de Pisan n'était que le nom d'emprunt d'un clerc. Et autre anecdote intéressante au sujet de la transmission d'un texte de Christine de Pisan, un livre des faits d'armes et de chevalerie, donc un livre sur l'art de la guerre, eh bien, toute une branche de la tradition manuscrite, qui, de toute évidence, ne pouvait se résoudre à ce qu'une femme ait été l'autrice d'un tel ouvrage, eh bien, a supprimé le nom de Christine, a remplacé le jeu féminin par un énonciateur masculin. Donc voilà un état des lieux de toutes les difficultés que les femmes du Moyen-Âge ont rencontrées pour accéder à la lecture, à l'écriture, à la création littéraire, mais aussi de toutes les difficultés que rencontrent les chercheurs et spécialistes de la littérature médiévale quand ils souhaitent mesurer l'apport de la femme dans la littérature du Moyen-Âge. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on se retrouve prochainement, je l'espère, avec une vidéo sur les femmes commanditaires, ces femmes qui agissent en amont de la création littéraire, d'Aliénor d'Aquitaine à Marie de Brabant, ces femmes commanditaires protectrices des lettres. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.